Salut Internet et bonne année. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur pour 2025. J'espère que vous réaliserez tous vos objectifs et parmi eux, peut-être devenir un jour président de la République. Demain est un grand jour à ce sujet pour les États-Unis, car le pays va investir son ancien nouveau président, Donald Trump. Après le 77 consacré au président américain, qui est sorti quelques jours avant les élections, c'était normal pour moi de vous présenter 7 histoires plutôt étranges qui se sont déroulées lors d'investitures. Plus de 2 mois que j'attends de vous en parler, alors c'est parti. J'ai pas voulu croire cette info quand je l'ai lue. Je vous plante le décor. On est en 1953. Peter Pan sort au cinéma, une tornade frappe la ville de Waco au Texas, le boycott des bus de Bâton Rouge commence. C'est la fin de la guerre de Corée. Ray Bradbury publie Fahrenheit 451 et Hugh Hefner, le premier numéro de Playboy. Mais avant tout ça, le 20 janvier, Dwight Eisenhower devient officiellement le 34e président du pays et prête serment devant une foule immense. C'est un moment solennel, on applaudit, on fait des discours, on enlève son chapeau, on prête serment, on remet son chapeau, c'est l'éclate. 1953, c'est aussi une période où aux États-Unis, on est fan de cow-boys et de rodéo. Les cinémas tournent à plein régime et diffusent des westerns à gogo. Donc logiquement, pour marquer le coup et être dans l'air du temps, lors de l'investiture, l'équipe d'Eisenhower a invité Monty Montana, un cow-boy, cavalier de rodéo, acteur, cascadeur, dont la devise était « Si tu ne peux pas le faire à dos de cheval, c'est que ça ne vaut pas le coup de le faire ». Il parlait français avec cet accent. Ouais. Et justement, le bon Monty, lorsqu'il est arrivé à l'investiture d'Eisenhower, c'était à dos de cheval, duquel... il a fait tourner son lasso et hop, il a attrapé le président. Cette image est complètement dingue. Vous imaginez en France? C'est quoi? On va amener un bouliste qui tire ou qui pointe en direction du président là? Eh, bouge pas, monsieur le président. Tu es mon cochonnet. Je suis vraiment massacré l'accent, je suis désolé. En tout cas, un agent des services secrets a témoigné en disant que s'il n'avait pas entendu le président lui donner la permission de le faire, Monty aurait fini en passoire. On aurait été sur une toute autre ambiance, c'est sûr. Si certains sont en train de manger, c'est le moment de faire une pause, à cause de lui, James Buchanan, qui prend ses fonctions le 4 mars 1857. Pendant son investiture, James était malade de type grosse gastro, et pas celle qui fait vomir. Je suis désolé, c'est pas de ma faute, c'est pas très chic, c'est pas président friendly, mais ça nous rappelle qu'on est tous égaux face à la nature. En fait, derrière cette info se cache surtout une histoire qui a fait beaucoup parler à l'époque, parce qu'on parle pas juste d'une intoxication alimentaire, d'un bulot avarié qu'il aurait mangé. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début de l'année 1857, une épidémie a commencé au National Hotel de Washington. Ça s'est un peu calmé en février, et puis c'est reparti en flèche au mois de mars, au moment de l'investiture de Buchanan. Et justement, l'hôtel accueillait le président élu et ses conseillers. Rapidement, ils ont été frappés par la maladie. Pendant longtemps, cette épidémie est restée un mystère. Je veux dire, comment une épidémie peut être liée à un seul lieu comme ça? Il y a eu beaucoup de théories, des histoires de complots qui visaient à empoisonner le nouveau président à coups d'arsenic. En tout, ce sont pas moins de 400 personnes qui ont été touchées et plus d'une trentaine sont carrément décédées. Parmi elles, il y avait le neveu de James Buchanan. Aujourd'hui, l'origine de cette épidémie est attribuée à un système défectueux de tuyauterie. Bon, certaines sources disent que Buchanan a réussi à s'en remettre juste à temps pour son discours. À sa place, j'aurais pas été serein. J'aurais pris quelques petites précautions. Theodore Roosevelt était très inspiré par Abraham Lincoln. Je sais pas s'il avait des posters de lui dans sa chambre, je sais pas si ça date du moment où il l'a vu passer sous sa fenêtre lors de son investiture, mais c'était à tel point que lors de la seconde investiture de Roosevelt en 1905, ce dernier portait une relique. Regardez, vous la voyez la relique sur ces images en zoomant. Non mais faites un effort s'il vous plaît. Vous voyez bien qu'il est en train de porter une bague contenant une mèche de cheveux de Lincoln. C'est tellement creepy. Je peux pas m'empêcher de comparer à chaque fois. Imaginez notre prochain président avec, je sais pas moi, une mèche de cheveux de Paul Doumer. Alors c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais imaginez là les 3 petits poils là, enfermés dans une chevalière. Bizarre un petit peu. Enfin bref, la bague lui a été offerte par le secrétaire d'État John Hay, qui était l'ancien secrétaire personnel de Lincoln. Après son assassinat, Hay a apparemment payé $100 pour que 6 mèches de cheveux soient retirées de la tête du président lors de son autopsie. Il a ensuite fait monter l'une de ces mèches en bague. Si on zoome un peu,
cheveux, on voit le cheveu là derrière le verre. C'est comme ça qu'un petit peu d'ADN de Lincoln a atterri autour du doigt de Roosevelt. Ok, depuis tout à l'heure, je vous parle d'investiture présidentielle. Mais on a moins conscience qu'il y a aussi, logiquement, des investitures de vice-président. Et la plus mémorable d'entre toutes est sans doute celle d'Andrew Johnson. Pour donner un peu de contexte, le 4 mars 1865, Abraham Lincoln est investi pour un second mandat. Il est le 16e président des États-Unis et il a choisi Andrew Johnson comme vice-président. Moins de 6 semaines plus tard, le 14 avril, il est assassiné et remplacé par Andrew Johnson. Mais ça, c'est pas le cœur du fait. Moi, je voudrais qu'on revienne au 4 mars, le jour de son investiture. Le programme de la journée est simple. Johnson doit se rendre au Capitole et prononcer un discours de 7 minutes aux alentours de midi dans la salle du Sénat devant ses congénères. Vraiment, je vous l'ai dit, c'est censé être simple en théorie. Le petit twist de cette histoire, c'est qu'Andrew Johnson était complètement ivre. Ses paroles étaient décousues, incompréhensibles et parfois juste impossibles à suivre. Lincoln a assisté à ça et il était dégoûté, il n'y a pas vraiment d'autre mot. Il a même demandé à ce que Johnson ne parle pas publiquement. Pendant son discours, Johnson insultait un peu tout le monde, il embrassait la Bible, il était complètement en roue libre. D'une formalité de 7 minutes, on est passé à un calvaire de 17 minutes pour l'auditoire. Après, je me dois de vous le dire, Johnson et l'alcool, c'est un gros débat aux États-Unis. Ça a même sa propre page Wikipédia. Il y a deux camps qui s'affrontent par rapport à cette histoire de discours. Ceux qui pensent que Johnson enchaînait beuverie sur beuverie et ceux qui soutiennent qu'à ce moment-là, il était atteint d'une fièvre typhoïde et qu'il a juste pris un petit peu de whisky pour se soigner finalement. Dans le 77 sur les présidents américains, j'évoquais les cas d'investiture extraordinaires comme celle de Lyndon Johnson qui a eu lieu dans un avion. Mais j'aurais très bien pu parler de celle de Calvin Coolidge qui a eu lieu le 3 août 1923 dans une ferme. Plantage de décor, quelques heures plus tôt, c'était Warren Harding qui était président des États-Unis et Coolidge était son vice-président. Ça faisait plusieurs semaines que la cote de popularité d'Harding n'était pas au plus haut, donc il avait décidé de faire une sorte de tournée américaine pour aller à la rencontre de la population. Il revenait d'Alaska, là il était en Californie, il était épuisé par son voyage, il se reposait à San Francisco et le 2 août, d'un coup, il est mort. AVC, intoxication alimentaire, crise cardiaque, il y a beaucoup de théories. À ce moment-là, Coolidge, lui, il est un peu en vacances, il est dans le Vermont, dans la ferme familiale, là où il est né. Voilà, il est avec sa famille, il taille du bois, il soigne les arbres, il bouge des trous avec du ciment, voilà, il vit sa petite vie. Il part se coucher, et dans la nuit, son père le réveille. Excuse-moi, fils, tu es président des États-Unis. Vous imaginez se faire réveiller avec une info pareille? À cause du décalage horaire et surtout du fait que la ferme n'a ni téléphone ni électricité, l'info de la mort du président Harding a mis un peu de temps à arriver. Coolidge s'est réveillé, s'est préparé, son père aussi, ils ont laissé rentrer les journalistes qui étaient là, tout le monde s'est mis dans la salle à manger et Coolidge senior a administré le serment présidentiel de son fils au beau milieu de la nuit, avant que le fils reparte se coucher. Bon, dès le lendemain, il est parti à Washington pour officialiser la chose, bien sûr, mais l'anecdote est folle. Il est temps de vous présenter maintenant un grand ami des animaux, Richard Nixon. Pas du tout. Lorsqu'il a été investi pour la seconde fois, le 20 janvier 1973, outre son serment, son discours qui devait bien le stresser, on le comprend, il avait une autre grande préoccupation, les pigeons. Il avait une peur bleue de se prendre des fientes sur la tête pendant qu'il paradait dans sa voiture sur Pennsylvania Avenue. Et à cause de ça, il a pris une décision radicale, pulvériser un répulsif dans les arbres pour faire fuir les pigeons. Sur le papier, c'est une bonne idée, sur le papier seulement, parce que ça n'a pas fait fuir les oiseaux, ça les a exterminés. Et d'autres animaux aussi, j'imagine d'ailleurs. Donc au lieu d'avoir quelques fientes ici et là, la foule a dû slalomer entre plusieurs cadavres d'oiseaux. Bonne ambiance. Dans le thème ornithologie, seconde histoire, il faisait si froid le 4 mars 1873, autour de moins 10 degrés, lors de la seconde investiture d'Ulysse Grant, que des canaris qui étaient là pour la cérémonie sont morts congelés. Je sais pas ce qu'ils ont avec les oiseaux, mais il y a un truc. Pour certaines personnes, Donald Trump n'est pas le 47e président des États-Unis, il est le 48e.
Je vous explique. Le 7 novembre 1848, Zachary Taylor est élu pour devenir le 12e président des États-Unis. Officiellement, son mandat commence le 4 mars 1849. Problème, le 4 mars est un dimanche. Et Taylor refuse de prêter serment le jour du Seigneur, ça va pas ou quoi? L'investiture est donc organisée le lendemain, le 5 mars. Je suppose que vous voyez le problème, non? Ah, et le dimanche 4 mars alors? Qui est à la tête du pays pendant que les Américains mangent leur poulet rôti en regardant Walker Texas Ranger sur TF1? Je vous le demande. Eh bien pour certains, c'était très clair. Il s'agissait de David Rice Hutchinson, le président pro-tempore du Sénat des États-Unis. En gros, c'est le mec juste en dessous du vice-président en termes de hiérarchie. L'histoire est sympa, mais je vous le dis tout de suite, Hutchinson lui-même a reconnu dans cette lettre-là, entre deux prescriptions de Doliprane 1000, parce que vraiment c'est illisible, ne pas avoir occupé la fonction de président. Je veux dire, il a rien signé, il n'y a pas eu de cérémonie officielle ou autre, juste le poste a été vacant pendant une journée et c'est comme ça, tout va bien. Par contre, l'idée a dû quand même le faire marrer parce que sur sa pierre tombale, on peut quand même lire « Président des États-Unis pour un jour ». Le dimanche 4 mars 1849. Et on retrouve la même inscription sur cette statue qui se trouve à Plattsburgh dans le Missouri. Mais la question reste, est-ce qu'on peut dire que techniquement, pendant une journée, les États-Unis ont eu 2 présidents? Ou pas de président? Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier vraiment de l'accueil que vous avez réservé à la précédente vidéo, celle qui est sortie pendant les vacances. J'ai beaucoup aimé vous faire ce petit récap des découvertes historiques de l'année 2024. J'ai bien lu tous vos commentaires et ouais, j'ai déjà prévu 2-3 vidéos dans l'année dans le même style. Et enfin, un énorme merci à vous tous de continuer à me suivre après tout ce temps et d'être toujours fidèles au rendez-vous. Forcément, on fait plus les mêmes vues qu'il y a 10 ans, on est bien d'accord. Mais ouais, le 23 janvier, on va fêter les 10 ans de la chaîne. Je m'éclate toujours autant à vous réaliser toutes ces vidéos, à apprendre plein de trucs cool sur le monde et à vous le partager. Je me demande vraiment combien ça fait de faits insolites en tout. Si quelqu'un est motivé pour compter, n'hésitez pas. Je vous donne rendez-vous tout au long de l'année pour célébrer ces 10 ans ensemble. Salut Internet.